liaison fatale. Charleston est une paisible ville historique de Caroline du Sud, sur la côte est des États-Unis. Elle abrite de nombreuses églises et certaines des familles américaines les plus anciennes et les plus fortunées. Mais le 18 février 1987, un événement va venir bouleverser sa tranquillité. Carol Bronson reçoit la visite inopinée de son ex-mari. Il faut que je m'en aille. Sa fille, Rhonda, traumatisée et déstabilisée, s'inquiète pour son père, mais elle est anéantie par ce qu'il a fait à sa mère. Carol Bronson a reçu 6 balles dans le corps. Je suis vivante. Ça va aller. Je me suis agenouillée à côté d'elle pour voir si elle avait encore les yeux ouverts. Et j'ai vu la voiture de mon père démarrer en trombe. Carol vivait dans la crainte de son ex-mari. Carol avait obtenu une mesure de protection. Elle avait peur de lui. Elle ne voulait pas qu'il s'approche d'elle ou de sa fille. Rhonda l'a déjà vu agresser sa mère à de nombreuses reprises. Mais malgré sa brutalité, il reste son père. Monsieur, où est mon père? Je pense qu'au fond de lui, c'était un homme bien. Mais des générations de violence et d'alcool ont eu raison de lui. Il est bien décidé à ne pas se rendre vivant. Un policier annonce la terrible nouvelle à Rhonda. Il m'a dit, votre père est mort et il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête et il est décédé. J'étais une petite fille et c'était mon père, c'était mon papa. Le policier la prévient aussi que sa mère ne survivra peut-être pas. Et votre mère? On ne sait pas si elle va s'en sortir. N'importe laquelle de ces balles aurait pu être mortelle. Elle avait déjà perdu tellement de sang. Pendant des jours, Carol reste suspendue entre la vie et la mort. Mais finalement, les médecins parviennent à la stabiliser. Une semaine après le drame, Rhonda peut enfin voir sa mère. Maman? J'étais sous le choc. Son corps était tout contusionné. J'étais là, oh mon Dieu. Elle ne pouvait pas parler, mais elle pouvait me regarder et cligner des yeux. Je t'aime, maman. Le chemin de la guérison sera long et douloureux. Carol a perdu l'usage d'un œil. Il lui faut des mois de rééducation pour retrouver sa mobilité. J'étais responsable d'elle. C'était mon rôle. Je devais la laver, je devais l'emmener au supermarché parce qu'elle ne pouvait pas conduire. 8 longues années plus tard, Carol semble rétablie, mais elle apprend une nouvelle accablante. Le sang qu'on lui a transfusé pour lui sauver la vie était contaminé. Carol a découvert qu'elle avait une hépatite C. C'était un nouveau revers dans sa vie. Une nouvelle tragédie. Elle était très amère. Je me souviens de l'avoir entendu dire « Je ne me libérerai jamais de cet homme. Il me tue une deuxième fois. » Carol refuse de laisser la maladie gouverner sa vie et décide de recommencer à travailler. Elle décroche un emploi de représentante de commerce.
À l'été 2000, 13 ans après le drame, un coup de téléphone bouleverse une nouvelle fois sa vie. Elle m'a dit, tu vas pas me croire. Je lui dis quoi? Que se passe-t-il? Elle était au travail et elle a reçu un coup de fil d'un homme. Il lui a donné son nom et elle lui a demandé s'il s'agissait du même Reggie Sumner qui était inscrit au lycée Garrett en 1962. Et c'était bien lui. Reggie est le premier amour de Carol. Elle était toute excitée. Elle m'a expliqué que Reggie était le genre de garçon sur lequel toutes les filles se retournaient dans les couloirs. À l'époque, ils formaient un très joli couple. Des années plus tard, leur idylle renaît. Et Carol et Reggie retombent très vite amoureux. Elle avait 16 ans à nouveau. Et ils ont repris leur histoire là où elle avait commencé. À l'époque où ils se lançaient des œillades dans les couloirs de leur lycée. Ils étaient à nouveau en 1962. 6 mois plus tard, Carol et Reggie se marient. Elle a enfin trouvé la sérénité et le bonheur avec l'homme de ses rêves. Je trouvais qu'il était parfait pour elle. Ils avaient remonté le temps, comme si de rien n'était. Ils étaient une véritable bouffée d'air frais, l'un pour l'autre. Un jour, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu autant de couleurs de sa vie. Le soleil était plus vif, les arbres étaient plus verts, quelque chose s'était réveillé en elle. L'heureux couple déménage à Jacksonville, en Floride, où Reggie possède une résidence secondaire. Rhonda, qui vient d'avoir un enfant, prend régulièrement des nouvelles par téléphone. Jusqu'à ce que soudain, en juillet 2005, ses appels restent sans réponse. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis plusieurs jours et c'était très bizarre. À chaque fois que Rhonda appelle, elle tombe sur le répondeur. Allô? C'est moi? Y a quelqu'un? Allô? Bon, rappelez-moi. Rhonda continue d'appeler, jour après jour. Allô? Allô? Il est 3h moins le quart, dimanche. Ça fait plusieurs fois que j'appelle, je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît, rappelez-moi pour me dire que tout va bien. Maman, réponds. Tu es là? Reggie, décroche. Sans nouvelles depuis une semaine, Rhonda, paniquée, part pour Jacksonville. À son arrivée, elle découvre que la voiture de Carol et Reggie a disparu et trouve d'autres éléments très inquiétants. Sa mère, une femme très ordonnée, n'aurait jamais laissé traîner de la vaisselle sale. Et si elle est partie en voyage, pourquoi a-t-elle laissé son téléphone portable, son sac et ses médicaments? Et ce n'est pas tout. Ils n'auraient jamais laissé Mickey. Elle l'emmenait partout. Ses affaires étaient là. Le chien était là. J'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Rhonda signale leur disparition à la police et s'adresse à une chaîne de télévision locale. La mystérieuse disparition de Carol et Reggie fait bientôt les grands titres. Selon la famille, Carol et Reggie n'ont pas pris leur traitement depuis 4 jours. Elle est très malade, son mari aussi. Pour eux, ils n'ont pas pu disparaître comme ça. Tout a été laissé en l'état. Ils ont été enlevés ou on les a piégés. Ils étaient très crédules. Peu importe qui vous êtes, qui que vous soyez, laissez-les rentrer à la maison. Ils ne peuvent pas vivre sans leurs médicaments. Les prières de Rhonda ne tardent pas à être exaucées.
Un couple, prétendant être Reggie et Carol, appelle la police et déclare qu'ils sont vivants et en bonne santé. Je m'appelle Reggie Sumner. J'ai quitté la ville avec ma femme. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Elle ne fait même que commencer. Et ce que Rhonda et la police vont découvrir est si abominable qu'ils ne s'en remettront jamais. À Jacksonville, en Floride, Rhonda Alford a décidé d'alerter les médias. Ils ont été enlevés ou on les a piégés. Elle espère que quelqu'un sait ce qui est arrivé à sa mère, Carol, et son beau-père Reggie, disparus depuis une semaine. Rhonda imagine le pire. Je me disais que quelqu'un les avait kidnappés pour de l'argent. Les avait peut-être conduits à un distributeur et les avait abandonnés dans les bois. Ils étaient quelque part et je voulais les retrouver. Rhonda a vu juste. La police découvre que quelqu'un utilise leur carte bancaire. De l'argent a été retiré à Jacksonville en Floride et aussi à Charleston, en Caroline du Sud, la ville où ils vivaient avant. On a su par le bureau du shérif de Jacksonville qu'un couple de personnes âgées avait disparu et que leur carte bancaire avait été utilisée dans un distributeur et un hôtel voisin. La banque fournit à la police des images de vidéosurveillance du distributeur qui montre un homme en train de retirer de l'argent sur le compte bancaire des Sumner. Et cet homme n'est pas Reggie Sumner. Tout ce qu'on savait, c'est que des individus à peine capables de se déplacer avaient disparu et qu'un homme d'une vingtaine d'années utilisait leur carte bancaire. L'inquiétude grandit encore quand on retrouve le véhicule des Sumner dans le comté de Baker, en Floride, à 1 heure de leur domicile de Jacksonville. La voiture était dissimulée dans un petit chemin. La batterie avait disparu. Et dans le coffre, on a trouvé 4 pelles et du ruban adhésif. J'en ai tout de suite conclu qu'on avait affaire à un acte criminel. J'étais très inquiet. Je me demandais ce qui avait pu arriver aux Sumner. Mais l'enquête marque un nouveau tournant quand l'inspecteur Mitcham reçoit de bien surprenantes nouvelles. On m'a prévenu de l'appel d'un homme se faisant passer pour Reggie Sumner. Je m'appelle Reggie Sumner. J'ai quitté la ville avec ma femme. L'homme permet également à la police de s'entretenir avec une femme qui prétend être Carol. C'est Carol? Oui, monsieur. Le couple veut convaincre la police qu'ils vont bien, afin que les cartes bancaires qu'ils ont utilisées soient débloquées. Les enquêteurs convoquent immédiatement Rhonda pour qu'elle écoute l'enregistrement. Je m'appelle Reggie Sumner. Où êtes-vous? Dans le Delaware. Quelle ville? Corpus. À Corpus, dans le Delaware? Oui, madame. Il n'y a pas de ville du nom de Corpus dans l'état du Delaware. C'est Carol? Oui, monsieur. Entendu. Ici l'inspecteur Mitcham du bureau du shérif. Comment allez-vous? Je dormais. Je comprends. Vous avez peut-être des problèmes de santé? Oui, Autre chose à déclarer? je suis très fatiguée. Ce n'est pas ma mère. Et ce n'est pas Reggie. Chose inquiétante, les interlocuteurs semblent tout savoir sur le couple disparu. Quel genre de problème avez-vous? Un cancer. Un cancer? Du foie, oui. L'hépatite de Carol s'est transformée en cancer du foie. Reggie, lui, souffre de diabète et doit absolument suivre un traitement. Il s'est récemment cassé la jambe et passe le plus clair de son temps au lit ou dans un fauteuil roulant. Il n'était pas mobile. Il ne pouvait pas disparaître sans que personne ne sache où il se trouve. Les enquêteurs pensent que les retraits d'argent pourraient les aider à retrouver les imposteurs.
J'ai appelé la banque et je leur ai demandé de réactiver les cartes. Si les suspects étaient dans la région, on pourrait suivre leurs mouvements grâce à leur retrait avec les cartes des victimes. La police fait des recherches sur le téléphone portable utilisé par l'homme se faisant passer pour Reggie. Il était enregistré sous un pseudonyme avec une fausse adresse. Il avait été utilisé en Caroline du Sud, dans la région de Charleston. Le téléphone a notamment appelé une agence de location de voitures de Charleston qui déclare qu'une voiture de sport grise ne lui a jamais été rendue. Ils en avaient 2 dans leur flotte et une qui n'avait pas été rendue à la date prévue. Le contrat de location avait été établi au nom de Tiffany Cole. La police découvre que Tiffany Cole était une voisine des Sumner quand ils vivaient en Caroline du Sud. Les enquêteurs apprennent que les Sumner se sont montrés prévenants et généreux avec leur voisine. Elle leur avait racheté une voiture, mais elle ne leur en avait payé qu'une partie. Tiffany a abandonné le lycée et a eu une vie tourmentée. Son père était en prison quand elle est née et sa mère n'avait que 16 ans. Son père était en prison pendant les années cruciales de son développement. Elle n'a pas pu nouer de relation avec cet homme dont la mission était de la protéger et de l'aider à avancer dans la vie. Tiffany est élevée par un beau-père qui prend un malin plaisir à être cruel avec elle. Tellement cruel qu'un jour, il jette son chien de compagnie contre un mur et lui brise le cou sous ses yeux. Cette expérience l'a sans doute profondément marquée. D'abord, elle a compris que des gens proches d'elle pouvaient commettre des actes absolument odieux et violents. Ensuite, elle a eu certainement très peur. Et enfin, elle a vu que des gens pouvaient faire des choses horribles sans en payer les conséquences. Pendant des années, Tiffany est brinque-ballée entre ses 2 parents. À partir de là, elle s'est probablement dit que dans la vie, c'était chacun pour soi, que dans toute relation, la question était de savoir ce que cela pouvait lui apporter. En quoi puis-je utiliser telle ou telle personne pour servir mes intérêts? Tes médicaments, papa. Elle prétend même qu'adolescente, son père abusait d'elle. Je ferme la porte. Elle se réfugie dans l'alcool et la drogue pour soulager sa peine. Elle reprend espoir quand elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme atteint d'épilepsie. Désolé, ça ne va pas marcher. Comment ça? Je suis désolé. Il lui brise le cœur et la conforte dans l'idée que les hommes ne peuvent que la maltraiter ou la décevoir. En mai 2005, Tiffany Cole cherche désespérément une épaule sur laquelle se reposer. Salut! Et elle pense avoir trouvé la bonne personne. Michael Jackson tombe lui aussi immédiatement sous le charme de Tiffany. Les jeunes amoureux mènent une vie pleine d'excès. En Michael Jackson, Tiffany a probablement trouvé quelqu'un qui parlait la même langue qu'elle. Quelqu'un qui fixait les règles comme bon lui semblait. Tiffany voit en lui la promesse d'un avenir meilleur. Tu m'as piqué mon joint. Ouais? Et alors? Elle voyait en lui quelqu'un qui ne se laissait pas contraindre par les lois et les normes sociales. Et cela a exercé une forte attraction chez elle. Michael Jackson avait un lourd casier judiciaire. Il avait été condamné à de multiples reprises. Il était en liberté surveillée pour fraude. Sa mère était toxicomane. Il a été recueilli par sa grand-mère qui a fait de son mieux pour l'élever. Mais
Il a commencé à voler dès son plus jeune âge. Tiffany et Michael se découvrent une passion commune pour la fête. Ils décident de partir en voyage en voiture. Ils font une halte à Myrtle Beach, puis partent pour Jacksonville, retrouver le meilleur ami de Michael, Alan Wade. Le couple s'installe chez la mère d'Alan, jusqu'à ce que cette dernière finisse par les jeter dehors. Ils n'ont nulle part où aller, et ils ont dépensé tout leur argent dans l'alcool et la drogue. C'est alors que Tiffany se rappelle que ses anciens voisins, les Sumner, vivent dans la région. Je crois qu'ils sont chez eux. Bonsoir. Salut Carole. Tiffany, quelle bonne surprise. Je te présente Michael, mon petit ami. Bonsoir, je suis Carole, enchantée. On s'est fait virer de la maison d'un ami. Oh non, mais on peut vous héberger. C'est vrai? Reggie sera tellement content. Entrez. L'inspecteur Jim Rowan retrouve le frère de Tiffany Cole. Il était connu des services de police. Il avait une réputation de voyou dans son quartier. On lui a expliqué que sa sœur avait peut-être des ennuis, qu'elle était peut-être impliquée dans quelque chose de grave, et que s'il nous cachait certaines informations, il risquerait de le payer cher. Le frère révèle que Tiffany et Michael séjournent dans un hôtel voisin. La police se prépare à prendre d'assaut leur chambre. Reggie et Carole sont-ils retenus à l'intérieur? C'est qui? Le directeur de l'hôtel. En juillet 2005, les policiers de Charleston, en Caroline du Sud, s'apprêtent à prendre d'assaut 2 chambres d'hôtel, dans l'espoir de libérer un couple de personnes âgées peut-être retenues en otage. C'est qui? Le directeur de l'hôtel. On espérait trouver les Sumner, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. La police arrête leur ancienne voisine, Tiffany Cole, son petit ami Michael Jackson et l'ami d'enfance de ce dernier, Alan Wade. Les enquêteurs ont rapidement la confirmation de leur implication dans la disparition des Sumner. Jackson a la carte bancaire des Sumner sur lui. Et à l'intérieur de la voiture que Tiffany a achetée aux Sumner, il retrouve la précieuse collection de pièces de monnaie de Reggie. On a retrouvé des tas de marchandises qui semblaient avoir été achetées récemment. Des vêtements, des jeux vidéo, des ordinateurs. Dans le coffre-fort de la chambre, on a également découvert des papiers d'identité et des documents bancaires appartenant aux victimes. Il y a même un chèque de 8 000 $ à l'ordre d'Alan Wade, provenant du compte joint du couple. Mais où sont les Sumner? Les enquêteurs séparent les 3 suspects pour les interroger. Alan Wade refuse de parler. Michael Jackson et Tiffany Cole nient toute implication dans la disparition du couple. Mais sous la pression, Tiffany finit par expliquer ce qui s'est passé quand elle et son petit ami ont été accueillis chez les Sumner. On en a bien profité, oui, on a de la chance. On n'a plus de soucis. Ma seule inquiétude, c'est de vendre l'ancienne maison. Mais on vient de la vendre et à un bon prix. Ah oui? Oui, on a fait une plus-value de 99 000 $. Wow! C'est génial! Et tout ça dort tranquillement à la banque. Je suis ravie pour vous. Elle m'a expliqué qu'il prévoyait de leur soutirer des informations et de l'argent. Il y avait quelqu'un d'autre? Oui. Qui ça? Bruce. Bruce? On a discuté avec Alan. Il refusait de parler. Mais on l'a interrogé sur ses connaissances à Jacksonville et à McLenny, la ville où il vivait.
Et il nous a parlé de Bruce, un cousin. Il nous a donné son nom complet, Bruce Nixon. Bruce Nixon, 18 ans, vit près de l'endroit où la voiture du couple Sumner a été retrouvée. Il n'a pas de casier judiciaire et la police sait peu de choses sur lui. Mais elle ne tarde pas à retrouver sa trace. Durant son interrogatoire, Nixon révèle des détails précieux sur le vol. C'était l'idée de qui? Michael. Les gars, on a un super plan. Il dit qu'ils se sont retrouvés tous les quatre et que Jackson était le meneur. Il débordait d'idées sur la manière dont il devait enlever et terroriser les Sumner. Carte bancaire, code secret. Michael Jackson était le leader. Il donnait l'impulsion. Il avait la capacité de réunir les gens et de les entraîner dans son plan. On a aussi besoin d'un lieu où les emmener et leur foutre les jetons. Toi qui es du coin, t'as pas une idée? Allez, on a besoin d'un lieu. Ouais, je connais un endroit. Tu vois ça quand? Demain soir. Demain soir? Ouais. Ça marche. On attend demain. Alors à demain soir. On n'a pas intérêt à foirer. Bruce Nixon mène ses complices jusqu'à un endroit isolé, dans l'état voisin de Géorgie, où il prévoit de faire peur aux Sumner en les menaçant de les enterrer vivants. Michael Jackson fait preuve d'indifférence. Il ne mesure pas du tout l'impact que peuvent avoir ses actes sur les autres. Il a clairement et à plusieurs reprises manifesté sa volonté d'enfreindre les règles et d'imposer les siennes. Et ces deux éléments sont la marque des inadaptés sociaux. Ce que Tiffany et Alan font ensuite a été enregistré par des caméras de vidéosurveillance. Ils ont acheté du ruban adhésif. Ils ont acheté des gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales. Ils ont acheté du film plastique qu'ils pouvaient utiliser pour ligoter les Sumner. Bruce Nixon confirme que la mission de Tiffany Cole consistait à rester en contact avec les Sumner pour recueillir les informations et les aider à élaborer leur plan. Tiffany Cole a appelé plusieurs fois les Sumner pour déterminer quel serait le meilleur moment pour passer à l'action. Ils patientent jusqu'au 8 juillet 2005 et aux alentours de 22 h, ils se présentent au domicile des Sumner. Les enquêteurs, à la recherche du couple disparu à Jacksonville, en Floride, ont arrêté 4 suspects. Bruce Nixon, 18 ans, révèle qu'ils avaient l'intention de voler, kidnapper et terroriser Reggie et Carol Sumner afin de leur soutirer leur code de carte bancaire. Bruce et son cousin Ann ont tout misé sur la naïveté de Carol. Bonsoir, notre voiture est tombée en panne. On peut utiliser votre téléphone? Bien sûr, entrez. Le téléphone est ici. Faites comme chez vous. Il a coupé le fil. Que faites-vous? La ferme! La ferme! Ils avaient un pistolet en plastique et ils ont immédiatement ligoté les Sumner. S'il vous plaît, mon mari est malade. Ne faites pas ça. T'en auras plus besoin. Qu'est-ce que vous faites? Tu les surveilles, je fouille la baraque. Ils ont inspecté la maison à la recherche d'affaires. Bruce Nixon a dit que Carol Sumner pleurait et qu'il lui disait de se taire sous peine de la tuer. Il a dit que Reggie essayait d'aider sa femme et qu'il essayait tant bien que mal de résister à ses agresseurs. Ceux-ci répétaient aux Sumner de rester calmes en les menaçant de les tuer. Et les protestations des Sumner se sont transformées en cris de terreur. Pendant ce temps, le chef des opérations Michael Jackson et sa petite amie Tiffany Cole, une ancienne voisine des Sumner, attendent dehors.
Ils ont récemment passé une soirée chez les Sumner. Et ils savent que le couple a 99 000 $ sur son compte. Et tout ça dort tranquillement à la banque. Un message les prévient que tout se passe comme prévu. Ils ont appelé Michael et il est venu les aider à trouver ce qu'ils cherchaient. Des cartes bancaires, du liquide, toutes sortes de choses. Quoi? Bruce Nixon fait preuve d'une lueur d'humanité. Quoi? S'il vous plaît, de l'eau, s'il vous plaît. D'accord. Voilà de l'eau. Ça suffit. Sors-les d'ici. Après s'être emparé des objets de valeur des Sumner, le gang prévoit de conduire le couple jusqu'à une cachette secrète. Pour les deux malheureuses victimes, c'est un voyage terrifiant de 40 minutes vers l'inconnu. Il devait faire dans les 40 degrés dans la voiture. Et avec la transpiration, le ruban adhésif s'est décollé. Quand Bruce Nixon a ouvert le coffre, il a retrouvé Carol et Reggie dans les bras l'un de l'autre. Tu le rattaches. Tout de suite. On vous donnera tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais vu de crime prémédité visant des victimes aussi vulnérables et avec un aussi grand mépris de la vie humaine. On fera tout ce que vous voulez. S'il vous plaît. Alors que les Sumner supplient leurs ravisseurs, Tiffany Cole et Bruce Nixon attendent tranquillement à côté. Quand vous prévoyez de voler 100 000 $ sur le compte de quelqu'un et que vous comptez le faire avec une carte de retrait, vous allez mettre beaucoup de temps à vider ce compte. Le seul moyen d'y arriver est de prendre l'identité des Sumner. Et le seul moyen de prendre l'identité des Sumner est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas aller à la police. Donnez-nous votre numéro de carte ou vous allez mourir. 5, 1, 6. Jackson obtient toutes les informations dont il a besoin. Mais il ne fait preuve d'aucune pitié et il ordonne à Alan Wade de l'aider à enterrer les Sumner vivants. Il fallait être extrêmement cruel pour faire une chose pareille. C'était un couple âgé, des gens généreux. Ils n'auraient fait de mal à personne. Ils auraient donné l'argent si on leur avait demandé. Mais au lieu de ça, ils les ont enterrés vivants simplement pour de l'argent. C'est barbare. Pour les enterrer vivants, il fallait qu'ils n'aient absolument aucune compassion pour leurs victimes. Et il fallait qu'ils agissent froidement, comme s'ils faisaient la chose la plus normale du monde. Je n'imagine pas la terreur qu'ont dû ressentir les Sumner. En particulier quand ils sont arrivés devant ce trou et qu'ils ont compris ce qui allait leur arriver. Reggie a vu l'amour de sa vie se faire enterrer vivante. Et pareil pour Carol. Ils étaient tous les deux impuissants. Je ne vois pas de pire façon de mourir. Mais les tueurs n'ont qu'une idée en tête. Effacer les preuves et commencer à tirer profit de leur ignoble crime. C'est bon. Michael Jackson prétend qu'Alan Wade et Bruce Nixon étaient les meneurs et qu'il les a simplement conseillés.
Oui, je leur ai dit de mettre des gants. Je leur ai dit, les mecs, n'oubliez pas les gants, c'est la base. On se pointe pas dans une maison pour la cambrioler sans mettre des gants. Vous avez dit à Alan et Bruce de mettre des gants avant d'aller dans la maison. Je leur ai dit, si vous voulez faire ça, laissez pas d'empreinte. Bruce et Alan avaient une arme? Ouais, un pistolet en plastique. Michael Jackson était le cerveau de l'opération. C'est lui qui contrôlait l'argent. Le capitaine du bateau ne confie pas l'argent à ses subordonnés. C'est lui qui avait la carte bancaire. Il tirait les ficelles. Il prenait les décisions. Le gang abandonne le véhicule des Sumner avant de se rendre à un autre distributeur et de se servir une nouvelle fois dans les économies des Sumner. Puis Tiffany Cole et Alan Wade retournent au domicile des Sumner pour voler tout ce qu'ils y trouvent. Jackson donne à Bruce Nixon quelques centaines de dollars et lui dit de rentrer chez lui et de se taire. Mais les enquêteurs découvriront qu'il en a été incapable. Bruce Nixon se vantait de son rôle dans ce crime. Il exhibait son argent. Il disait à ses amis qu'il avait un nouveau boulot et que c'était de tuer des gens. En garde à vue, Bruce Nixon accepte de mener la police jusqu'au lieu du crime. Et les enquêteurs vont découvrir toute l'horreur de l'acte que lui et ses complices ont commis. Les policiers de Jacksonville, en Floride, sont conduits par le suspect de meurtre, Bruce Nixon, jusqu'à un endroit isolé du comté de Charleston, en Géorgie. Nixon déclare qu'après une nuit de torture, c'est ici que Carol et Reggie Sumner ont été enterrés vivants. Nixon va parler et livrer tous les détails du cauchemar qu'ont vécu les victimes. Bruce voulait se racheter. Il voulait se soulager de ce poids. Quand on est arrivé devant la tombe, je crois qu'il a eu envie de tomber à genoux et de tout raconter. Voilà ce que j'ai fait. C'est pour ça que je vous montre tout ça. Ah oui. Ouais, parfois on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Je sais, c'est pour ça. Tu as fait le bon choix, il n'y a aucun doute. Bruce, y a-t-il autre chose que nous devrions savoir? Non, vous avez dit tout ce que je savais. Je te crois. Où étais-tu quand c'est arrivé? Sur le bord de la route. Le bord de la route? Pas ici? Hein? Mais tu savais où ça se passait? Je leur ai demandé et ils ont dit qu'ils allaient juste leur faire peur. L'homme a été mis dans le trou en premier et la femme ensuite. Elle le tenait par la taille et ils les ont recouverts de terre. Ils ont été mis dans le trou et recouverts de terre alors qu'ils respiraient encore. Bruce Nixon n'est pas tout à fait comme les trois autres. Il accepte de coopérer avec les autorités. Il pleure. Et il n'y a qu'une seule explication à cela. Il a un semblant de conscience. Le lendemain, la police vient récupérer les corps. Énormément de gens de plusieurs services différents sont venus aider à déterrer les Sumner. Ils ont commencé par creuser avec des pelles et ils ont même fait venir un tracteur. Et ils sont arrivés au niveau où se trouvaient les Sumner. Ils ont vu du ruban adhésif. Reggie et Carol étaient blottis l'un contre l'autre. Reggie avait réussi à défaire un lien et il lui tenait la main. C'était bouleversant, très bouleversant. J'ai discuté avec les gars qui étaient sur place et ils m'ont dit qu'il régnait un silence de mort. Personne ne disait un mot. C'était foudrage. Je suis arrivé sur les lieux au moment où ils dégageaient les Sumner. C'est sans doute l'une des choses les plus dures que j'ai jamais vues de ma vie. Et pourtant, je travaille depuis 10 ans à la brigade criminelle. Mais c'était vraiment déchirant.
L'autopsie révèle que le couple est mort dans des souffrances atroces. Ils ont été lentement recouverts de terre, pelletés après pelletés. D'abord les jambes, puis la taille. C'est quand c'est arrivé au niveau de la poitrine qu'ils ont commencé à avoir des difficultés à respirer. Ils ont gardé la bouche ouverte pour prendre de l'air. Et ils ont avalé la terre qui les entourait. Le pathologiste a retrouvé de la terre dans leur voie respiratoire et leur œsophage. Donc, ils étaient bien vivants quand on les a enterrés. C'est vraiment une mort horrible. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Atroce, c'est le seul mot qui me vient pour décrire ce qu'ont vécu ces deux personnes. En prison, Michael Jackson reçoit un coup de fil de sa grand-mère qui lui apprend que la police est au courant de tout. Michael, écoute-moi et ne m'interromps pas. Tu es dans le journal, dans tous les journaux d'hier et d'aujourd'hui. Pourquoi? Pour meurtre. Quoi? Meurtre. Les corps ont été identifiés comme un couple de Caroline du Sud, James et Carol Sumner. La mise en liberté sous caution de Bruce Nixon, 18 ans, a été refusée. Le jeune homme a été inculpé de meurtre, violation de domicile, vol et enlèvement. Il les a emmenés sur la tombe. C'est pas possible. T'es sérieuse? C'est dans le journal. Bruce les a emmenés? Il leur a montré où c'était? Oui, mon chéri. Bruce nous a tués. Les 4 suspects sont inculpés du meurtre avec préméditation de Carol et Reggie Sumner. L'objectif premier, c'était d'obtenir une condamnation à mort pour Michael Jackson. C'était le meneur. Il était la principale cible du procès. Quand vous enterrez vivant des individus d'une manière aussi préméditée, la peine de mort semble appropriée pour les 4. Les chefs d'inculpation pesant sur Bruce Nixon sont revus à la baisse, car il a mené la police sur les lieux du crime et a tout avoué. Je suis désolé, tu as fait le bon choix. Pendant le procès, le jury est obligé de regarder les preuves, toutes plus effroyables les unes que les autres. On lisait sur leur visage. On sentait leur détresse et leur angoisse quand on leur présentait les preuves et qu'ils devaient les regarder. Ils ont eu beaucoup de mal à supporter. Bruce Nixon est le témoin clé du procureur. Il témoigne contre ses 3 complices qui sont tous accusés de double homicide. Alan Wade refuse de s'exprimer et est reconnu coupable. Tiffany Cole admet son rôle dans le vol, mais prétend qu'il n'était pas prévu de les tuer, qu'elle pensait que le trou avait été creusé pour cacher le butin. Est-ce que Tiffany Cole est là pour enterrer dans la nature un trésor dérobé ou pour creuser une tombe pour 2 individus qu'elle connaît? Le jury la reconnaît également coupable. Certains éléments pendant le procès de Tiffany visaient à montrer qu'elle avait été victime d'abus sexuels, qu'elle avait eu une enfance difficile. Mais le jury est resté indifférent. Carol Sumner n'avait pas eu une vie facile non plus. Et elle n'a jamais fait ce que Tiffany a fait. Elle était la seule personne à connaître les Sumner. Sans elle, il n'y avait pas de meurtre. Michael Jackson reconnaît avoir organisé le vol, mais accuse Wade et Nixon d'avoir enterré les Sumner. Le jury apprend qu'il avait d'abord envisagé une méthode plus rapide pour tuer le couple. Michael Jackson avait d'abord imaginé injecter quelque chose à Carol et Reggie Sumner pour figurer une surdose de médicaments. Cela prouve bien sa volonté de tout calculer, de tourner les choses en sa faveur et son mépris total des Sumner. Il est à son tour reconnu coupable. Bruce Nixon est condamné à une peine de 45 ans d'emprisonnement. Michael Jackson, Tiffany Cole et Alan Wade sont condamnés à mort. S'il y a 3 individus qui méritent la peine de mort, c'est bien Michael Jackson, Tiffany Cole et Alan Wade.
Le caractère prémédité de leur crime et les souffrances inutiles infligées à deux victimes vulnérables appellent la peine capitale. Contre toute attente, Rhonda, la fille de Carol, est la première à pardonner aux assassins de sa mère et de son beau-père. Rhonda dit que sa foi religieuse l'a sauvée dans les jours qui ont suivi les meurtres. J'avais de la compassion pour eux. À leur procès, je ne les ai jamais regardés avec dédain ou avec haine. Les gens qui vivent dans la violence et la transgression ne font que se tuer à petit feu. Des années plus tard, le procureur Alan Mizrahi reçoit une lettre de Michael Jackson qui prétend être un homme nouveau. Michael Jackson écrit « C'est seulement il y a une semaine que Dieu m'a montré que je ne vivais pas selon ses préceptes. » Jackson ajoute qu'il renonce à faire appel et qu'il affrontera la mort le moment venu. Mais il ne reconnaît toujours pas avoir tué Carol et Reggie. Michael Jackson a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'en sortir. Il a feint la démence. Il a tenté de s'enfuir. Il a changé je ne sais combien de fois de version. Et finalement, cette lettre qui n'est qu'une tentative de plus. C'est un manipulateur né. Et c'est encore une façon de ne pas prendre la responsabilité de ses actes, de se dédouaner. Je n'en crois pas un mot. Aujourd'hui, le bien le plus précieux de Rhonda est une photo de son fils et de sa mère, prise quelques semaines seulement avant les meurtres. Il est à la fenêtre de la cuisine et il voit sa mamie dans le jardin. Alors il tape à la fenêtre pour attirer son attention. Elle se retourne et il s'envoie un baiser à travers la vitre. C'est la plus belle photo de toute ma collection. C'est celle qui compte le plus pour moi. On ne voit pas son visage, mais ce n'est pas grave. Michael Jackson et Tiffany Cole ont vu l'un dans l'autre une personne qui allait leur permettre d'obtenir ce qu'ils voulaient à travers la cupidité et le crime. Et ce qui rend leur liaison vraiment fatale, c'est qu'ils voulaient parvenir à leur fin au détriment total et absolu de Carol et Reggie Sumner.